Oui, ça m'a vraiment plu. Et La saison de l'ombre, parce que je l'ai lu, ce livre, il est encore. Il y a des bibliothèques partout là où j'habite. Dans ma chambre, il y a un petit coin encore avec des livres, parce que je ne sais plus, il y en a partout, dans toutes les pièces. Enfin, et je me suis dit, tiens, c'est vrai. Et ça leur a fait plaisir, en tout cas, Fatoumata Sidibé, Tout à fait. parce que j'ai lu son livre, moi je l'ai acheté chez Tropisme dès qu'il est sorti, et alors elle m'avait invité à la présentation chez Filigrane. J'ai pas voulu y aller parce que je n'étais pas vaccinée du tout. Je me suis dit, oh là là, je vais pas prendre le risque. Puis bon, après ça, elle est partie à Dubaï, je sais pas quoi. Mais c'est une amie, comme je l'ai mis dans le livre, c'est vrai, qui m'a toujours soutenue. Je me souviens quand j'ai déménagé de Stockel à Woluwe-Saint-Lambert, j'étais en plein déménagement encore avec mes cartons. Je venais de sortir mon premier recueil de poèmes. Elle est quand même venue à la maison, là où j'habite, au 21 janvier, faire son interview pour publier dans le journal Amina, la lettre de Belgique qu'elle faisait bénévolement pour faire connaître les femmes écrivaines. Alors, je n'ai jamais oublié ça. Elle a été très fidèle. Très. Tiens, ça me fait penser à ce que m'a dit un jour un ami, parce que tu as énormément voyagé. Oui, Et il se énormément. fait que cet ami m'a dit, lui, la plus grosse, parce que son père était ambassadeur, était nommé, je vais dire, un peu à gauche ou à droite, c'est la perte régulière de tout ce qu'il avait dans sa petite chambre. Ah Parce qu'on ne oui, savait pas tout prendre. oui, oui, c'est ça. Est-ce que tu as eu des grandes pertes comme ça aussi? J'ai eu des grandes pertes. J'ai eu des grandes pertes, surtout quand on a déménagé du Sénégal à Bruxelles. Alors, ça a été terrible parce que, bon, comme ça s'est fait quand même avec une certaine précipitation, je peux dire, j'ai rien pris avec moi. J'ai pris vraiment l'essentiel, juste ce qui était visible dans notre environnement de se marier, etc. Juste. Je suis venue avec très peu de choses, mais que les œuvres d'art et les livres, parce que ça c'était important. Mais tout le reste, j'ai laissé. Et quand on a déménagé aussi de Stockel à Saint-Lambert, c'était pas vraiment une grande perte. Là, c'était planifié. Et je donnais énormément de livres aux universités. D'ailleurs, les deux recteurs de l'UCL et de Leuven nous ont envoyé des remerciements parce qu'on avait énormément d'ouvrages scientifiques qui étaient tellement bien conservés. C'est assez question de place. Vous ne pouvez jamais mettre. D'ailleurs, mon docteur Genard, quand je lui ai dit, docteur, je déménage, il m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire de vos livres? Bah, je vais en prendre ce que je peux avec moi. Une camionnette, l'université nous a envoyé, on avait bien mis ça bien emballé dans des cartons, on a donné tous les ouvrages scientifiques, etc. Bon, maintenant, avec le numérique, Oui. on a encore des livres scientifiques, c'est encore bien, mais on n'a plus, parce qu'on avait énormément d'archives, surtout moi, comme je dis, j'ai une mentalité d'archiviste depuis longtemps. Je tiens ça de mon père peut-être. Donc je gardais des coupures de presse, des choses marquantes, historiques, que ce qui était historique des événements. Et là, bon, il a fallu quand même se défaire de pas mal de choses, mais il y a encore beaucoup de choses, hein, je dis ça. Ça sera pour les enfants. Tu parles d'un père médecin, il lisait? Mon père lisait énormément. Et je pensais à lui ces temps-ci à cause de Molière, parce qu'on fête le 400e anniversaire de Molière. Je me demande comment il faisait, parce qu'il avait créé une troupe de théâtre amateur. Et c'était dans la grande tradition française qu'il fallait jouer, il ne jouait jamais une pièce entière, mais du théâtre de Molière. Et alors, avec les acteurs amateurs qu'ils étaient tous et qui apprenaient leur rôle, après, dans la vie courante, ils s'appelaient par leur nom de scène. Et ça nous faisait toujours beaucoup rire, nous autres les enfants. Il y avait une énorme bibliothèque, enfin plusieurs, mais une en particulier qui me faisait rêver, avec ses beaux livres bien reliés et ses portes vitrées, qui en principe c'était interdit d'y aller sans autorisation. Parce que mon père, il avait un grand soin des livres. Eh bien, j'avais souvent l'autorisation d'aller dans la bibliothèque, prendre les livres que je voulais, parce que j'étais très soigneuse, et puis, comme j'étais souvent malade, comme j'étais petite, je manquais souvent l'école, alors je ne m'ennuyais pas si je pouvais aller dans la bibliothèque. Et papa t'accompagnait dans la lecture? Si je ne comprenais pas certaines choses, je pouvais
l'interroger. D'accord. Quand il revenait du travail, il avait toujours du temps pour nous expliquer. Mais il me disait, tu comprendras ce qui t'est nécessaire pour le moment. Et puis, tu les reliras, ces livres, au fur et à mesure que tu avances en âge, et tu découvriras chaque fois quelque chose de nouveau. Il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort, parce que quand on a 6 ou 7 ans, si on lit Proust, on comprend presque rien. On est juste sous l'emprise des mots et le bonheur que c'est de découvrir de nouveaux mots. Mais au fur et à mesure des années, c'est vrai qu'on y découvre des choses différentes. Et ta curiosité va vers quel genre de littérature à ce moment-là? Oh, moi je lisais de tout. J'ai été tout. très très tôt attirée par la poésie. D'accord. Je me souviens quand Rabindranath Tagore a eu le prix Nobel de littérature pour la poésie, j'avais un cahier à moi où je recopiais les textes littéraires que j'aimais beaucoup. Par exemple, je me souviendrai toujours de la dictée du certificat d'études, parce que pour nous c'était le sésame absolu. Et la dictée c'était « Je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d'automne ». Anatole France. Anatole France qui fut après président du Pen Club à Paris, dont je suis membre aussi. Mais un petit enfant d'Afrique qui n'a encore jamais mis les pieds en Europe et lui mettre comme dictée, je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg. Bon, nous, d'une certaine façon, on était éveillés, je veux dire au monde, puisqu'on avait eu un père qui, bien avant de se marier, était chercheur à l'Institut Pasteur à Paris. À une époque, on ne voyait pas d'Africains à Paris. Donc, non seulement il travaillait sur les vaccins, non seulement il nous avait raconté beaucoup de choses sur ses recherches, etc., mais il nous avait aussi parlé de Montparnasse, de la vie nocturne à Paris, de la Coupole, de ces endroits où se réunissaient les artistes, puisque lui, pendant le courant de ses études, il a appris à jouer du violon. Donc, c'était vraiment... Voilà. Donc les souvenirs que le papa pouvait raconter prenaient un autre mouvement. Voilà, ça devenait un peu plus concret. Voilà, tout à fait. Voilà, parce qu'on n'avait pas de vidéo, on n'avait pas d'images, tout ça. La seule chose qu'on avait, c'était des grandes cartes de géographie. Et après, voilà. Une grande fratrie et beaucoup de cousins et cousines autour. Il y en a d'autres curieux de la littérature chez eux aussi? Oui, il y a plusieurs artistes aussi. Notre maison a été une pépinière de rencontres, aussi bien dans le domaine scientifique. Ils sont devenus dentistes, stomatologistes, sont partis au Canada étudier des littéraires. Il y a Paul Haït qui s'est mis à faire de la peinture, qui voulait vivre de ça. Il y a Germaine qui a été Lion d'Or au Festival de Venise et qui a commencé la danse. Elle a été l'élève de Béjart. Mon père l'a toujours soutenu. Nous, c'était comme une ruche. Comme il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures, les jeunes venaient chez nous pour étudier. Il y avait une grande table, une grande salle où c'était le silence absolu, et où chacun pouvait s'installer à un coin de table et étudier, à condition qu'il ne fasse pas de bruit. Donc mes parents étaient très généreux, parce que pour mettre de l'ordre dans tout ce petit monde, c'était pas évident. Évidemment, tout le monde ne dormait pas là, évidemment, que la famille, mais ils venaient étudier, ils avaient souvent le repas de midi, ou parfois, ma mère disait non, après qu'ils ont étudié, il faut qu'ils mangent quelque chose avant de rentrer chez eux, parce que Dieu sait ce qu'ils vont avoir comme souper en rentrant chez eux. Donc mes parents ont été très, très militants pour l'enseignement, pour l'éducation, et aussi pour que les familles fassent leur part. Soutiennent les enfants, parce que si les enfants étudient, on leur demande plein de choses à côté, ils n'ont pas assez d'énergie pour étudier. Mais je me souviens de ça comme d'un monde... une fourmilière. Oui, d'un monde disparu, mais qui a été très très bien. Moi je me souviens, Lisette a épousé un Italien, parti s'installer en Italie. Miou est devenu médecin. Mais tout ce monde-là, mes parents les ont soutenus, parce que souvent, eux, ils avaient des parents qui ne savaient ni lire ni écrire. Donc, même s'ils voyaient que les enfants faisaient quelque chose d'important, c'était bien d'avoir quelqu'un. Et puis moi, mes parents, ils avaient toujours eu cette attitude de ne rien faire pour eux seuls. Il y avait tellement à faire, donc il fallait toujours entraîner avec soi
d'autres Et personnes. comment était Dominique à cette époque-là? Timide, espiègle? Moi, j'étais silencieuse. Ah d'accord. Je ne disais rien, je ne parlais pas, j'observais, je lisais beaucoup, mais je disais rien. Rien. Mes parents même s'inquiétaient à un certain point. Mais j'aimais tellement le silence. Et qu'est-ce que tu ruminais alors? Je ruminais mes lectures, je ruminais l'attitude des uns et des autres. Et je ruminais aussi les conversations, parce que souvent mes parents me laissaient dans un coin du salon si je ne faisais pas de bruit. Et j'écoutais ces conversations, je les trouvais très instructives. Tu penses que c'est parce que tu as été souffrante ou malade étant jeune que tu es resté dans un cocon? Moi, je crois que c'est mon tempérament, tout simplement. Voilà. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si j'ai pas mes moments de silence et de tranquillité, je ne suis pas bien. Donc tu es une sportive contemplative. Oui, je ne sais pas si je suis sportive, parce que, à part le yoga, j'ai jamais fait beaucoup de sport, mais le sport, ça a été les randonnées par la force des choses. Même, je ne vais pas raconter ça dans mon récit, mais j'ai même dû aller à cheval à un moment donné en Amérique latine, où toutes les routes étaient coupées parce qu'il avait plu. Et alors, les camarades m'ont dit, puisque c'était pour les syndicalistes paysans, disons plutôt association de paysans, ils m'ont dit, la seule façon de sortir de là, c'est qu'on aille chercher les mulets qui ont l'habitude de traverser la montagne et qui connaissent bien le chemin. Alors nous voilà, mais la terreur que c'était. Au début, on s'est mis en file, il y avait 2 devant moi, moi au milieu, 2 derrière moi. Et je poussais des cris. Alors il me disait, mais ne crie pas comme ça, tu fais peur au cheval. Et je lui dis, mais et qu'est-ce que je fais de ma peur à moi? Parce que le cheval, lui, il allait jusqu'au bord du précipice, aller arracher une petite feuille par-ci, une petite feuille par-là, pardon. Ça, je n'oublierai non plus pas. Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur, c'était horrible. Mais bon, bref. Non, c'était mon tempérament. J'ai gardé ce tempérament. C'est peut-être parce que je suis née dans une grande fratrie. Alors forcément, ça fait beaucoup de bruit déjà. 7 enfants, ça fait déjà beaucoup de bruit. Et le bruit, ça me fatiguait beaucoup. J'aime pourtant bien la compagnie. J'adore être bien au milieu des autres. Mais il me faut quand même ce silence. J'en ai besoin comme de l'air que je respire. Tu aurais pu créer un couvent alors. Non, 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 non. Non, parce que j'avais... Être dans le silence. Non, c'était pas du tout mon souhait ni mon chemin, puisque j'ai une sœur aînée qui est entrée au couvent, même très tôt, et qui était mon amie dans la grande fratrie, parce qu'on allait ensemble aux répétitions de chant, on faisait partie des chorales et tout ça. Mais c'était pas ça. Moi, j'avais cette envie militante d'aller sur le terrain. Militante, dis-tu? Oui, militante veut dire un petit peu, je vais dire, il y a un message que tu veux faire passer. Comment naît cette demande ou bien comment naît cette idée d'un message? Mais je crois que c'est en voyant vivre mes parents. D'accord. Et mes parents qui nous disaient très clairement, il y a des choses qui sont bonnes, il faut les conserver, mais il y en a d'autres qui sont vraiment néfastes, il faut les changer. Et ce sentiment ou cette option de la nécessité de rupture avec des traditions qui sont néfastes pour la personne humaine, ça m'a vraiment interpellée et fascinée très tôt. Alors j'ai cherché le comment. Comment faire pour que ça change? Jusqu'à aujourd'hui, je me pose cette question tous les matins. Mais il faut s'armer pour ça intellectuellement. Il faut s'armer. Donc à ce moment-là, comme tu l'écris dans ton ouvrage, il faut, en tant que jeune fille privilégiée dans un collège où il n'y a qu'une population blanche, pouvoir s'affirmer. Oui. Et là, tu vas t'affirmer en tirant les meilleures flèches vers les meilleurs diplômes, pour ainsi dire. Oui, oui, c'est ça. C'est un combat de tous les jours, dès le départ. Un combat de tous les jours. Et puis j'étais très timide aussi, hein, c'était vrai. J'étais malheureuse comme tout dans ces écoles qui n'admettaient pas la moindre liberté, je veux dire, d'expression. Voilà. Aux enfants, déjà en plus de ça, nous autres qui avions été admis, je veux dire, par la force des choses et non pas par une bonne volonté de nous accueillir, on avait des tas de contraintes, il fallait se comporter bien, etc. Et moi j'avais adopté le silence à tout. C'est une forme de spiritualité, ça.
Peut-être, peut-être, peut-être. Mais plutôt que la confrontation, je préférais un long temps de silence qui me donnait le temps d'observer D'accord. celui qui était en face de moi, l'interlocuteur avec lequel il y avait le malentendu, d'essayer de comprendre. Là, je me suis beaucoup retrouvée avec les ouvrages de Boris Cyrulnik, parce que pour moi, c'était un peu la même démarche. Il fallait comprendre. Si je comprenais ce qui se passait, d'abord j'avais moins peur, ensuite je pouvais imaginer des solutions. J'ai toujours eu cette idée qu'il fallait négocier, avoir des approches différentes, plutôt que de s'affronter brutalement. Tu nous parles de Boris Cyrulnik. Il y a, je vais dire, un devoir de résilience, mais sur quoi chez toi? Ou sur toutes les discriminations qu'on a dû traverser, que d'abord mes parents traversaient quand ils étaient encore en fonction, ne serait-ce que la différence de salaire. Mon père gagnait un cinquième du salaire que gagnait son collègue français qui faisait le même travail que lui. Scandaleux, oui. Alors, il ne faut pas s'étonner que moi, quand j'ai entendu à travail égal, salaire égal, ça m'a fait un tilt d'une révolution. Mais bon, mais indépendamment de ça, il y avait juste le fait de rester tellement silencieux et d'observer, on apprend énormément de choses si on écoute, parce qu'on écoute les autres qui parlent, mais on les observe aussi. Et on cultive sa mémoire, puisque s'ils disent une chose un jour et 3 jours après, dans des circonstances différentes, ils disent le contraire, ben, l'enfant se demande où est le vrai, pourquoi il change d'avis. Or, ça arrive très souvent dans les conversations des adultes. Et puis, ce qui m'a aussi beaucoup appris, c'est quand notre père s'est engagé en politique, c'est-à-dire dans les premières assemblées consultatives que le pouvoir colonial mettait en place pour négocier toutes sortes de choses, etc. Puisqu'il était grand conseiller de l'ex-AOF. Ça m'a beaucoup appris, le fait qu'il cumulait tant d'engagement, avec autant de passion, d'autant de... C'était un homme à l'écoute aussi. C'était un homme à l'écoute, parce qu'en tant que médecin, s'il n'écoutait pas, et c'était lui qui nous a très tôt encouragés à parler plusieurs langues, parce que lui, il a dû faire cet effort, ne serait-ce que pour soigner ses patients sans interprète. C'était aussi un objectif, un défi qu'il s'était lancé à lui-même. Soigner ses patients sans avoir besoin d'interprète. Alors il a fallu qu'il apprenne le tout couleur, le poulard, autant de langues africaines. Donc nous, on se disait, puisque lui le fait, c'est possible. La musicalité des mots chez toi, c'est très important. Oui, oui, oui. C'est venu justement de cette multiplicité des langues Oui. qui t'entouraient à l'époque? Oui, c'est venu de ça parce que, notamment le Yoruba, qui est une des langues, je veux dire, que mon père parlait volontiers avec notre mère, en pensant que comme ça les enfants ne comprenaient pas ce qui se disait, c'est quand même une langue très difficile, une langue à ton composé. Donc, avec la même syllabe peut pouvoir dire plusieurs choses dépendant de l'accent. D'accord. Donc ça nous éduquait l'oreille, si je puis dire. Oui. Les racines pour toi, c'est quoi? Bon, les racines, je ne sais pas si... Parce que tu as quitté l'Afrique, tu es venu t'installer en Europe, tu as fondé ta famille avec un Belge. Oui, que j'ai rencontré au Sénégal. Voilà. Mais où sont les racines là-dedans? Les racines, elles sont dans notre philosophie de la vie. Pas tellement dans un territoire. Parce que déjà, je suis né au Bénin, mais j'ai grandi au Sénégal. Et je dis, le Sénégal est le seul pays au monde dont je pourrais dire que j'ai la nostalgie. Parce que de toute façon, si j'y allais maintenant, je ne m'y retrouverais pas. Ce n'est plus le Sénégal où moi j'ai grandi, c'est totalement différent. Mais voilà, la nostalgie, les racines, c'est plutôt dans la philosophie de la vie. La vision du monde qu'on a et le style
de vie qu'on veut mener et les relations qu'on a avec les autres. Ça, ce sont les racines, oui. Donc révolté très jeune aussi par l'injustice. C'est Oui, oui, ce qui va t'animer aussi dans ton parcours. oui. Quelle est la première grande injustice que tu as combattue? La première grande injustice que j'ai combattue, c'est la faim. Je trouvais que c'était pas normal que des gens meurent de famine quand ils sont courageux, intelligents, ils peuvent travailler, que la terre est là sous leurs pieds. On ne peut pas leur dire que la terre ne leur appartenant pas, ils peuvent mourir de faim tout en la cultivant parce qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup travaillé avec les paysans sans terre. Ça a été un souci qui m'a fort motivée. Mais j'avais commencé déjà encore étudiante au Sénégal, parce qu'il y avait... Enfin, il y a eu beaucoup de théories que j'ai vues qui se sont succédées sans beaucoup de succès. Il y avait la théorie de l'animation rurale, donc on partait dans les villages. Et moi, j'étais très tôt touchée par la situation des enfants, des nourrissons. Et je voulais, et ça je l'ai fait encore pendant longtemps, apprendre aux mamans à utiliser les produits locaux pour fabriquer une nourriture adaptée aux enfants, aux nourrissons. Parce qu'il y avait tellement de mortalité infantile. Et ça c'est un combat, je peux dire, de toute une vie. Hein. Même encore ici, une fois que j'étais à Bruxelles, même encore à la retraite, essayer de promouvoir ça, de fabriquer des produits alimentaires pour les nourrissons à partir des produits locaux au lieu de toujours recourir à ce qui est importé, puisqu'on l'a sous la main. Il y a beaucoup de, comment je dirais, une sorte de paresse intellectuelle qui n'a rien à voir avec aller à l'école ou à l'université, et une sorte de manque de discernement, parce que ça paraît simple, et pourtant c'est quelque chose de très compliqué. D'abord parce que maintenant on est dans le commerce international, il y a les firmes qui inondent les marchés de leurs produits et qui empêchent les gens de faire les bouillies de mie pour les nourrissons. Du coup, ce n'est pas accessible à tout le monde, parce que ceux qui ont de l'argent l'achètent et ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils font? Alors il faut fédérer. Pour arriver à ça, il faut fédérer. Oui. Et très jeune, tu parviens à créer autour de toi un noyau de personnes qui ont la même volonté que toi de faire bouger les choses. C'est-à-dire que je m'inscris dans des associations qui font ça. D'accord. Par exemple, je pose ma candidature pour un job qui devait être d'étudiant à mi-temps dans la CINAM, qui était une compagnie internationale pour l'aménagement du territoire. Je suis encore en contact avec le président du Sénégal, au Sénégal, qui était un Français qui habite maintenant à Albertville, en Savoie. Il m'a même envoyé des vœux, je ne lui ai pas encore répondu. Eh bien, on lui souhaite une bonne année. Oui, oui, elle est évidemment plus âgée que moi. Et je comprends très tôt qu'on ne peut rien faire tout seul. Et que, ensuite, si on est vraiment convaincu, il faut avoir du monde avec soi. Ça, ma mère nous le disait toujours. Mais la vraie richesse, c'est d'avoir du monde avec soi. Tout seul, on ne va nulle part. Et donc, j'ai vite, très tôt adhéré, d'abord comme volontaire, ensuite d'une façon professionnelle, à ce genre de cadre, de structure non gouvernementale dans lesquelles j'ai travaillé. Tu as déjà découvert Glasgow à ce moment-là? Non, Glasgow c'est venu un peu plus tard. Enfin oui, c'est pendant que j'étais au Sénégal que je faisais mes études au Sénégal, puisque j'ai commencé l'université. Glasgow, c'est quand j'ai commencé l'université. Comme je voulais faire l'anglais, avoir un diplôme en anglais, puisqu'on parlait anglais avec nos cousins qui habitaient le Nigeria. C'est ça, la colonisation a divisé comme ça verticalement les territoires, mais les peuples s'étendaient horizontalement le long de la côte. Donc nous, on a de la famille qui est restée au Bénin, une autre partie qui est restée au Nigeria, encore une autre partie de l'autre côté qui était au Ghana. Bon, alors, entre le français et l'anglais, depuis qu'on est petit,
on baragouinait, mais mon père était très exigeant. Il nous interdisait de mélanger les langues. Une découverte, Oui. l'Angleterre, enfin l'Écosse, c'est une découverte. Ah oui, l'Écosse, c'était une magnifique découverte. Tu y retournes encore? Tu y retournes encore? J'y suis retournée beaucoup de fois, oui, parce que j'ai adoré l'Écosse et vraiment, j'y ai eu de très bons amis. Pour les Écossais en kilt? Oui, les Écossais. C'était vraiment formidable parce que tous les week-ends, on partait en randonnée avec 2 amis, parce que d'abord, on n'avait pas d'argent. Mais ensuite, c'est ce que faisaient tous les jeunes à l'époque, on faisait de l'autostop. Maintenant, je ne le ferai plus, sac à dos, etc. Et on dormait dans les auberges de jeunesse le soir. Et alors, le soir, il y avait toujours ces séances de danse folklorique et tout ça. C'était vraiment enchanteur, hein. C'était bien. Ah, mon oncle écossais, donc, hein, le frère de ma mère, Oui. s'est fait Oui, enterrer oui. en kilt, hein, En kilt, tout avec à en fait. couleur de la famille et Oui, tout. oui. C'est incroyable. Quand ils y croient, ils y croient. Mais j'ai beaucoup apprécié justement en Écosse leur attachement à leur culture, à la culture celte, Voilà. la langue, la culture, la poésie. Ça m'a vraiment... C'était racine aussi, tout Voilà, compte fait. voilà. Je me suis Intellectuel, retrouvée d'une certaine voilà. façon. Ce sont des racines aussi. Oui. Je me suis retrouvée d'une certaine façon. J'ai beaucoup aimé, franchement. Alors que personne ne voulait aller là parce que les gens pensaient qu'il faisait plus froid. C'est vrai, le thermomètre varie entre 5 et -5. Quand on vient directement du Sénégal, il faut s'y faire. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, ton premier diplôme intéressant, comment le décroches-tu? Quel est ce diplôme? Le premier diplôme intéressant, c'est le baccalauréat. Oui. Parce qu'à mon époque, c'était vraiment le sésame. Voilà. Si on ne réussissait pas le baccalauréat, on n'allait nulle part. Et puis, il y avait déjà le choix. Moi, j'avais pris latin et langue. Je n'avais pas pris grec et je l'ai regretté toute ma vie parce qu'il n'y avait pas d'enseignement du grec à l'école où on allait. Cette école privée, il n'y avait pas. C'est venu beaucoup plus tard et nous, on avait déjà quitté l'école. Mes enfants ont fait latin-grec, mais c'était leur choix. C'était pas du tout pour moi. C'était le baccalauréat. Et le baccalauréat, c'était vraiment, à cette époque-là, tout le monde s'en plaignait. On disait le baccalauréat français, c'est une encyclopédie. Il fallait avoir tout. On avait autant de matières scientifiques que littéraires. Hein. Mm-hmm. On avait physique, chimie, biologie, on avait la philosophie. Et puis, j'avais participé au concours général de philosophie. J'ai toujours aimé aussi la philosophie. Le concours général de philosophie, c'est toutes les universités de l'Hexagone et des colonies, un concours vraiment général, et j'avais eu la 2e place, ce qui est déjà très bien. Je me souviens encore de la peine que c'était on avait toute une matinée pour rendre une dissertation de philosophie. Et ça m'avait beaucoup plu, puisque je lisais beaucoup plus que les programmes scolaires. Mais le premier diplôme, c'était ça, c'était le baccalauréat. La première prise de parole en public, en tant qu'élève, tu as eu peur? Ah oui, j'ai eu peur. J'ai eu le trac pendant longtemps. Pendant longtemps, même, j'allais dire longtemps-tissime, vraiment. Je l'ai toujours eu, chaque fois que je prenais la parole. Je sais que j'ai fait beaucoup de discours dans beaucoup de pays, dans beaucoup de circonstances différentes, etc. J'ai toujours eu le trac. Mais juste avant, au moment où je commence à parler, je suis vraiment dans mon sujet. Et si je me suis bien préparée, comme j'ai une bonne mémoire, je ne dois pas tellement recourir à mes notes, donc je peux regarder le public et voir si ce que je dis, si ça passe ou si ça ne passe pas. Et souvent, je peux adapter mon discours. Selon la réaction du public. Oui, selon la réaction. Là, c'est toujours l'observatrice, la personne qui regarde. Oui, je regarde beaucoup les... Tu es sensible à la synergologie alors? Oui, c'est vrai. Parce que l'attitude du public, l'attitude de ton interlocuteur c'est comme le pêcheur quoi, qui va ferrer. Oui. Ben, c'est très important quand on négocie. Tout à fait. Dans tous les domaines, mais
que ce soit dans le domaine commercial, mais aussi dans le domaine politique, surtout dans le domaine diplomatique. Parce que il faut essayer De faire passer le message. de faire passer le message et il faut essayer de, de faire peut-être un peu amender son point de vue à l'interlocuteur. Si je viens plaider par exemple pour la libération de syndicalistes emprisonnés, il faut qu'ils changent leur point de vue un petit peu pour me laisser un espace de négociation. Mais ça, c'est vraiment un travail... De manipulation. non, un travail de, de conscientisation. Parce que tout dépend, comme on dit, on n'a rien. Pour se défendre, on n'a que les mots. Donc, il faut choisir le mot qui ne blesse pas, qui peut convaincre, qu'on ne va pas oublier, etc. Il y a tellement de conditions à remplir. Alors ne peut arriver que le conte, alors. Le conte va te permettre de mettre en image une pensée pour mieux faire passer cette pensée. C'est vrai, c'est la pédagogie du conte Oui. m'a été utile, à condition de la refaçonner C'est comme les évangiles, hein, pour faire, toutes ces histoires. Hein. pour faire, enfin, pour coller à la réalité du moment, c'est ça. Mais un discours imagé passe souvent beaucoup mieux. C'est vrai, c'est vrai. Et moi j'ai écrit beaucoup, enfin, des contes que j'avais collectionnés et que j'ai voulu publier, parce que quand j'allais parler après de pouvoir et de démocratie, je ne voulais pas, même jusqu'à aujourd'hui, avec ce livre qui est sorti, que mes collègues africains me disent que c'est parce que je ne connaissais pas les traditions. Là, non. Je la connais parfaitement. Enfin, pour ce qui me concerne, au sein de cette ère géographique, et en plus de ça, j'ai étudié vraiment l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour raisons professionnelles. Mais il fallait que, voilà, il fallait que je comprenne de l'intérieur les atouts et les obstacles. C'est ça la question. Un combat aux 1000 visages. Oui. C'est un très beau titre. Ah, merci. Parle-nous un peu de ce titre. Bien, ce titre, il a été assez difficile à adopter parce que j'avais plusieurs enfin, propositions pour l'éditeur et l'éditeur n'était pas très d'accord pour le mot combat. Mais je dois rendre hommage à Anne-Marie Trecker qui a dit non, ça a été tellement difficile, il y avait tellement d'aspects, ce n'est pas un enjeu, ni un plaidoyer, ni rien. Il dit le mot combat a sa place. Et finalement, en y réfléchissant, j'ai trouvé qu'elle avait raison, et elle a eu raison, parce que c'était vraiment un combat. C'était vraiment difficile. Et c'était pas du tout garanti qu'il pouvait en sortir du positif et tout ça. Enfin, j'ai failli lui laisser la vie aussi, hein, parce que, attention, je suis tombée quand même gravement malade. Et quand je me suis retrouvée à l'hôpital à Bruxelles, et que j'ai entré et que le docteur m'a dit « On fera tout ce qu'on pourra, mais je ne suis pas sûre qu'on peut vous tirer de là. » Je lui ai d'abord dit merci parce que j'étais tellement fatiguée. Et je me sentais dans un tel état d'épuisement. Mais 5 jours après, je suis sortie sur mes pieds. Mais, tu avais quel âge là? Oh là, j'avais 50 et des années. Épuisé par le combat, par la vie. Oui, par la vie professionnelle. Oui, parce qu'avec ces décalages horaires, on ne nous laissait jamais le temps de récupérer. On partait d'ici, on arrivait au Canada, on déposait nos valises à l'hôtel, on les ouvrait même pas, puis on partait en réunion. Et puis moi, il faut bien dire, comme on voyait toujours au casse-pipe, parce qu'on se disait, bon, c'est une femme de couleur, est-ce qu'elle ira, est-ce qu'elle n'ira pas, est-ce qu'elle aura peur? Si je n'avais pas réussi à sortir autant de gens de prison et à aller négocier des choses difficiles, j'aurais peut-être abandonné. Mais même ma famille, voyant les résultats, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de moyens de communication. De toute façon, même aujourd'hui, c'est un problème vraiment grave. Si on n'envoie pas quelqu'un sur le terrain, on ne sort pas les gens de prison. Hein. Eh bien, me disait, bon, mais si tu ne vas pas, ils vont les tuer en prison, et puis c'est tout, on va les oublier.
c'est aussi quelque chose qui m'a hanté en écrivant ce livre. C'est pour ça que j'ai voulu citer des noms. Parce que je me dis, pour les jeunes qui n'ont pas vécu ces événements-là, s'ils voient les noms, peut-être qu'ils iront chercher l'histoire de ces personnes-là, vous voyez. Très important, c'est vrai. Voilà. J'ai dit, il faut au moins les citer pour qu'on sache qu'ils ont existé, ils ont fait quelque chose. Et qu'on aille, les historiens, il y a encore du pain sur la planche. Hein. Alors dans ce moment, je vais dire, d'abattement, il y a une feuille blanche qui apparaît chez toi et il y a la poésie qui se présente. Ah oui, oui, oui. C'est une échappatoire ou bien c'est un besoin de pouvoir mettre en musique une pensée qui est relativement courte et concrète? C'est le besoin justement de mettre en musique justement une pensée qui est concrète, mais c'est aussi une méditation au quotidien. Une respiration profonde qui permet de se ressourcer ou de se rassembler, parce que parfois on aurait le sentiment d'être éparpillé, parce que à faire tous les 3 continents dans le même mois, etc., c'est dur physiquement pour l'organisme de changer de latitude, de nourriture, de décalage horaire, on ne me laissait jamais le temps de récupérer. Mais moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, bon, c'est comme ça, je ne discutais pas. Hein. Je dormais une nuit et le lendemain, je retournais au travail. Mais, bon. Tu as de très bons mots sur la poésie qui, moi, je vois un petit peu une autre forme. Comment peux-tu comprendre cette niaiserie dans certains écrits poétiques où il y a 3 mots qui ne disent rien et dont tout le monde se pâme? Oui. Parce Enfin, que quand je te lis, tu dois oui. avoir une allergie pour ce genre de choses, me semble-t-il. Oui, oui, enfin, une allergie, oui, je peux comprendre. Parce que pour moi, la poésie, c'est aussi une expression d'un sentiment profond de vécu. Oui. Donc, j'ai du respect pour la poésie. Et la poésie me permet de dire ce que je ne peux pas dire. Oui, de dire, mais il y en a qui disent rien. Oui. C'est ça qui est parfois triste à devoir assumer. Oui, oui, c'est vrai. Or, justement, la musicalité dans le mot et dans la pensée, c'est ce qu'il y a de beau, mais qu'on ne retrouve pas toujours. Oui, oui, oui. Et je reviens alors au conte. Oui, oui. Quel est le plus beau conte qui t'ait permis un petit peu de faire passer une idée que tu as, je veux dire, que tu tenais vraiment à défendre? Ouf, ça, je ne sais pas comment je pourrais dire. Tu en as écrit combien environ de contes? Oh, j'en ai écrit, j'ai publié 4 ouvrages 4 sur les ouvrages. contes. Et dans chaque ouvrage, il y a au moins 10 récits différents. C'est dire les combats que tu as menés. Oui. Parce que c'est chaque fois un combat que tu expliques, le conte. Oui, c'est pas toujours un combat que j'ai mené personnellement. Non, mais c'est un combat que tu veux faire passer une idée. Oui, oui, oui. Oui, mais seulement tu as édulcoré les choses, mais pour faire passer quelque chose, c'est ça le conte. Oui, mais derrière absolument. ça, il y a plein de choses. Pour pouvoir passer une idée. Surtout le premier, le chemin de la sagesse, il y a vraiment, c'est pas une morale, mais il y a vraiment une conclusion à chaque fois. Oui. Il y a une révolte alors. Voilà. Parce que je me souviens, il faut beaucoup d'audace. Je dis, la naïveté, parfois ça sert. Il dit, il faut être naïf pour faire les contes sur la souffrance, sur le suicide, sur des thèmes vraiment difficiles. Mais je voulais refléter ce que la tradition dit de ces sujets. Parce que ce n'est pas toujours des choses si légères. Et parfois c'est profondément réfléchi. Donc, j'ai souvent pensé à la jeunesse. Hein, parce que c'est vrai, c'est une façon imagée de... J'aurais voulu te voir discourir, parce que tu as une gestuelle qui accompagne le mot. Oui, et le geste, il anticipe la pensée. Oui, ça c'est toujours... ça arrive souvent. Oui, mais je dois dire, bon, c'est là qu'on peut observer aussi, je veux dire, la réflexion. Oui. C'est quand le corps parle, mais l'esprit est toujours là en train, et il attend avant d'exprimer. Mais il y a déjà le geste qui est là. Dans l'écriture, c'est comme ça aussi. Ça veut dire par là que tu ratures beaucoup alors. Ça dépend. En poésie, je ne rature pas tellement. Parce que les textes... Oui, mais si tu es une contemplative, une intellectuelle,
tu as eu le temps de méditation avant de le mettre sur le papier. Oui, hein. oui, c'est ça. J'ai une longue maturation Voilà. silencieuse avant de mettre sur le papier. Même pour la prose. Hein. D'accord. Je réfléchis longuement et les mots me hantent la nuit ou le matin tôt quand je m'éveille. Je cherche mes mots. Parfois, je m'éveille, je dis voilà le mot que je cherchais hier soir. Alors, je prends j'ai des crayons partout, etc. Je le note immédiatement avant qu'il ne s'échappe. Ça me fait penser à un ami qui se lève en pleine nuit, qui descend ces 10 marches en pierre, et qui va sur son bureau, il y a le feu ouvert qui est là, où il tape vite une bûche pour réactiver un petit peu, et qui met vite sur son papier, Oui, oui. et puis il remonte dans son petit antre là, Oui, et il continue. C'est typique ça. oui, oui, parce C'est que du sinon... le mot réfléchi, quoi. Oui, oui, non, j'ai peur que le mot s'en aille, je ne le retrouve pas quand je me réveille. Oui, d'accord. Mais j'ai eu énormément de plaisir, surtout, je vais dire, dès le départ, dans la lecture du combat aux 1000 visages. Ce qui m'a un peu intrigué aussi, c'est parfois les longs silences, on en a parlé. Oui, Et les longs silences dans le texte sont là, et je peux mieux les comprendre maintenant en dialoguant avec toi. oui, C'est justement, avant d'aborder l'autre sujet, oui, tu ne mets pas directement le lecteur face, mais tu le prépares. oui, Et c'est ça qui rythme aussi, je vais dire, les différents chapitres oui. de l'ouvrage. C'est une belle construction. Est-ce que tu as dû le remanier ou bien c'est venu naturellement? Cette colonne vertébrale, tu la voyais avant? Oui, c'est venu naturellement à partir du moment où j'ai décidé d'en faire un livre. D'accord. En écoutant ce commentaire, je suis un peu surprise aussi parce que je l'ai fait d'instinct. D'accord. D'instinct. Mais on sent qu'il y a une colonne vertébrale. Voilà, j'avais un début et une fin de colonne vertébrale et je voulais aussi que ce soit plaisant à lire. Parce Oui. que il y a assez de drames dans la vie et puis c'est une façon de regarder même les choses difficiles qui permet de continuer. Là, tu viens de le souligner un petit peu, c'est la technique évidemment de la description, l'explication et le dialogue. Oui, 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 Là, c'est tu ça. as structuré ça comme ça, et c'est ce qui met le rythme justement. Oui, oui, oui. Ben, je suis heureuse d'entendre que ça met le rythme parce que Oui. j'ai attaché beaucoup de soins Oui. à faire ça. Il est sorti quand exactement? Et il est sorti à la fin septembre Fin septembre. 2021, bien sûr. Tu as déjà eu l'occasion de faire quelques présentations publiques? Une seule à Télin, chez Anne-Marie Tréquer, enfin dans sa grange des livres. Mhm. Mais j'ai pas encore eu le temps à cause de ce Covid. Mais les autres réunions sont programmées, si on peut le faire, à la Rêve et puis à l'AEB et D'accord. puis à Paris, parce que je suis membre aussi du Pen Club. Oui. Tu as un bon réseau là pour le promouvoir. Alors. Oui, enfin, je suis assez triste du fait de demander. cette pandémie, Tout à fait. parce que je ne suis pas très experte dans l'internet et dans les Facebook, etc. J'ai du mal à m'y faire. J'ai même avec un ami qui a essayé de qui est en train de me créer un site, parce qu'il me dit que ça sera mieux, etc. Mais bon, cet ami il est à Londres, moi je suis à Bruxelles, c'est bien. Mais je pense qu'il faudra de la patience, mais qu'on pourra y arriver. En tout cas, merci pour tout ce qui a été fait. Mais Dominique, Sur nous allons Facebook. démarrer, il y aura le montage à faire. Et j'ai eu grand plaisir à te recevoir chez nous. Et on pourrait encore nous entretenir l'un et l'autre pendant des heures. Mais laissons au lecteur Oui, le plaisir de découvrir c'est ça. l'ouvrage qui est édité aux éditions L'Harmattan, Un combat aux 1000 visages, et qui vient de sortir. Bon après-midi à toi, Dominique. Merci beaucoup, Willy, pour cet entretien ainsi qui m'inspire et qui me réconforte aussi pour le travail accompli pour pouvoir sortir un livre Tout à fait. qui mérite un peu d'attention. C'est un long travail, la Oui. recherche de l'éditeur, le voir sortir, mais alors c'est la promotion maintenant qui doit se faire et en Oui, parler. c'est ça. Mais bon, c'est un ouvrage intemporel qui fera son Voilà. chemin. Merci beaucoup, c'est ce que j'espère.